Dans ce passage, l'auteur discute de la nature de la force vitale, ou prana, telle qu'elle est décrite dans l'Upanishad. Il fait une distinction claire entre le terme vie en anglais et le prana, qui se réfère spécifiquement à la force vitale en elle-même ou à ses fonctions en nous. Le prana a un mouvement à 5 volets avec des noms spécifiques décrivant ces mouvements. L'auteur explique que la respiration est le premier mouvement parmi les 5 et qu'il peut être suspendu sans que la vie en soit nécessairement détruite. L'auteur souligne également que le prana n'est pas une substance matérielle ou une énergie matérielle, mais qu'il soutient la matière et est impliqué en elle. Il agit dans toutes les forces matérielles et se rapproche de lui-même lorsque la force matérielle s'abstrait et devient pratiquement non matérielle. L'auteur explique également que toutes les manifestations matérielles ne sont que des champs et des formes du prana qui en lui-même est une énergie pure. Les processus physiques et les analyses physiques ne peuvent donc regarder que les combinaisons de processus physiques sans connaître le prana en lui-même. L'auteur aborde ensuite la manière dont nous prenons conscience de l'existence du prana. Il critique la façon dont le concept d'énergie est enseigné, en donnant des exemples concrets de différentes formes d'énergie, mais négligeant de discuter de ce qu'est réellement l'énergie. L'auteur prépare le lecteur à comprendre le prana dans sa véritable nature et à ne pas se laisser aller à l'idée habituelle d'une énergie physique. Le prana est défini comme une force pure, indépendante de tout processus mais soutenant tous les processus et occupant toutes les formes. Il peut être retiré d'une forme et dirigé vers une autre, ou il peut exister en dehors de toutes les formes et être attiré ou retiré. Il peut être présent dans une forme sans être activé, ou il peut s'imprimer dans la forme et la réveiller, sans pour autant être lié à la forme ou à ses processus. Le prana est une substance qui peut accélérer les processus chimiques dans les objets et le corps humain. Par exemple, si l'on infuse du prana dans une batterie, celle-ci aura plus de puissance et la lumière d'une ampoule sera plus brillante. De la même manière, l'infusion de prana dans le corps humain accélère les processus chimiques, favorisant la guérison plus rapide des blessures et la croissance des cellules. Le prana peut également être transmis à distance, sans avoir besoin de le tenir en main. La reconnaissance du prana se fait par la purification de l'esprit et du corps et la subtilisation de nos moyens de sensation et de connaissance grâce au yoga. Dans ce texte, l'auteur parle de la façon dont notre corps subtil interagit avec le monde extérieur. Il explique que nous pouvons consciemment étendre notre corps subtil vers d'autres objets et même ressentir des objets à travers lui, ce qui permet d'atteindre certains processus de psychokinèse. Notre corps subtil et vie alors suffisamment dense pour interagir avec les objets matériels. L'auteur souligne également que cette sensibilité subtile se situe à mi-chemin entre la physicalité et l'esprit. Nos sens deviennent subtils au point de ne plus être physiques, tout en gardant leur caractère sensoriel. L'auteur explique ensuite comment, grâce à la pratique du yoga et à la purification, nous pouvons ressentir le prana, l'énergie vitale. Il compare cette expérience à un laboratoire qui nous permet d'analyser de manière plus approfondie, au-delà de la simple résolution des formes en éléments physiques grossiers. L'auteur mentionne aussi que cette analyse subtile nous permet de distinguer les opérations du principe mental pur de celles de la matière, ainsi que du vital ou dynamique, qui relie les deux et les soutient. Enfin, l'auteur explique que pour prendre conscience du prana lui-même, il est nécessaire de se détacher à la fois du vital supérieur et du vital inférieur, afin de l'expérimenter dans sa pureté. En résumé, le texte aborde la question de l'interaction entre notre corps subtil et le monde extérieur, ainsi que les possibilités offertes par la pratique du yoga pour développer une perception subtile des énergies et des processus mentaux. Lorsque l'on souffre du décalage horaire, notre corps et notre esprit peuvent être désynchronisés. Le corps suit encore le rythme de l'ancien fuseau horaire, tandis que l'esprit est déjà adapté au nouveau. Cela peut entraîner des problèmes de sommeil et de la somnolence pendant la journée. Toutefois, au bout de quelques jours, le corps finit par s'adapter et retrouver son rythme normal. Pendant ces périodes de transition, on peut observer comment l'esprit et le corps fonctionnent différemment. L'esprit peut être vif et alerte tandis que le corps est fatigué, ou vice-versa. On peut également constater une sensation de fraîcheur différente entre l'esprit et le corps. On peut alors diriger notre conscience mentale vers une partie spécifique du corps, intensifiant ainsi notre conscience de cette partie. C'est ainsi que l'on commence à distinguer les mouvements de la conscience mentale pure des mouvements du corps physique. On peut aussi observer les mouvements des courants praniques, non seulement dans le corps physique, mais aussi dans le corps mental subtil. Il est possible de faire un exercice simple pour expérimenter cela. En étendant le bras horizontalement, en essayant de ressentir la force de vie dans le bras, on peut remarquer une augmentation de la force musculaire. On pourra alors résister plus facilement à la pression exercée sur le bras. Cet exercice montre comment la volonté de l'esprit peut influencer l'énergie vitale et renforcer le corps physique. On peut ainsi amplifier les fonctions musculaires avec moins d'efforts. Il s'agit d'une expérience simple qui démontre comment la connexion entre l'esprit, le corps et l'énergie vitale peut être utilisée pour renforcer et contrôler notre corps. Lorsque vous pratiquez la gymnastique ou l'athlétisme, vous mettez consciemment votre attention sur différentes parties de votre corps, les étirez et les activez. Cela permet d'éviter les crampes lors des exercices physiques. L'activation de la conscience dans chaque partie du corps permet d'imprégner l'esprit et d'amplifier le prana, énergie vitale.
Lorsque vous courez, par exemple, vous ne ressentez pas de crampes car le flux de prana dans les muscles a été activé. Si le prana circule librement dans votre corps, sans obstruction, vous n'avez pas besoin de vous échauffer avant de faire de l'exercice intense. C'est le cas des pratiquants d'asanas et de pranayama. La mère, par exemple, pouvait rester assise pendant des heures sans ressentir de tension musculaire ou de crampes, grâce au flux libre de prana dans son corps. La pranayama est une manière de contrôler et de transcender l'énergie pranique. En développant cette capacité, nous sommes capables de ressentir le flux de prana dans le corps subtil, qui est différent du corps physique. La pranayama est une méthode conventionnelle utilisée dans le yoga chaud et dans le raja yoga pour développer cette capacité de perception subtile du prana. Dans ce texte, l'auteur parle de la pratique du pranayama, qui permet de contrôler et de réguler l'énergie vitale dans le corps. Grâce à ce contrôle, il est possible de suspendre certaines opérations normales du corps, comme la respiration ou l'absorption de nourriture. Cette capacité à suspendre et à amplifier les opérations du prana permet de transcender les limites habituelles du corps et d'atteindre des résultats extraordinaires. Par exemple, certaines personnes peuvent vivre avec très peu de nourriture et être pleines d'énergie tout au long de la journée. De même, elles peuvent réduire leur respiration et leur fréquence cardiaque pendant de longues périodes tout en restant conscientes et en maintenant une activité cérébrale normale. Ces capacités sont développées par des yogis et des athlètes qui repoussent les limites de leur endurance et apprennent à canaliser leur énergie vitale de manière contrôlée. En s'entraînant régulièrement et en poussant progressivement leurs limites, ils parviennent à modifier les flux d'énergie dans leur corps et à les adapter à leurs besoins spécifiques. La nature maintient généralement un flux d'énergie simple et régulier pour la vie quotidienne, mais en enseignant au corps à dépasser ses limites, on peut accomplir des exploits extraordinaires. Dans ce texte, on parle d'un homme qui a appris à retenir son souffle et à comprimer ses poumons sans se blesser ni se briser les os. Il a ensuite enseigné cette technique à d'autres personnes. La clé de cette méthode est l'intention qu'on a en préparant le corps, en le rendant souple et capable de réaliser ses exploits. Cette intention s'infuse dans le corps physique et dans le flux de l'énergie vitale, modifiant légèrement et poussant inconsciemment. Cependant, il est possible de modifier consciemment le flux de l'énergie vitale en canalisant directement cette énergie, ce qui permettrait d'obtenir les mêmes résultats plus rapidement. L'auteur mentionne également l'existence de canaux différents dans le corps énergétique par rapport au système nerveux du corps physique, ainsi que des centres d'énergie et des points de jonction où la stimulation de ces points peut avoir un effet sur le fonctionnement des organes correspondants. Cette connaissance est liée à l'acupuncture et l'acupression, où l'intention et la conscience de la personne qui insère les aiguilles sont essentielles pour obtenir des résultats. Enfin, il est expliqué que la direction de rotation des aiguilles peut être importante, mais l'intention derrière cette action est ce qui compte le plus. Dans cet extrait, l'auteur parle de l'importance de la croyance et du système de croyance auquel on appartient pour influencer l'esprit et le corps. Il explique que différentes techniques, comme l'acupuncture ou l'acupression, sont efficaces car elles fonctionnent à l'intérieur des limites de notre système de croyance. Cependant, l'auteur affirme également qu'il est possible de développer une capacité indépendante de ces connaissances spécifiques en utilisant directement notre volonté et notre énergie vitale. Il donne l'exemple d'un praticien qui pouvait faire perdre conscience à quelqu'un en pointant son doigt vers lui avec une grande énergie. L'auteur souligne cependant le potentiel de mauvais usage de ces connaissances et la nécessité de les garder secrètes. Il explique également que certaines capacités qui paraissent miraculeuses, comme la génération de chaleur ou de froid à volonté, peuvent être réalisées grâce à une redirection de l'énergie vitale dans le corps. En conclusion, l'auteur compare ces capacités à des phénomènes scientifiques qui pourraient sembler magiques pour ceux qui ne comprennent pas leur mécanisme de fonctionnement. Dans ce texte, l'auteur décrit les différentes manifestations de la force vitale, prana, dans le corps humain. Il explique que cette force peut être utilisée pour générer de la chaleur, modifier le poids du corps, régénérer des organes et même suspendre les fonctions corporelles à volonté. Il souligne l'importance de se connecter à la conscience de la force vitale pour accéder à son potentiel illimité. En comprenant et en maîtrisant cette énergie subtile, il est possible de contourner les limitations du corps physique et d'accomplir des actions apparemment miraculeuses. L'auteur mentionne également l'importance de distinguer entre la force vitale agissant dans le corps et celle agissant dans l'esprit, et promet une discussion plus approfondie sur le sujet dans le prochain texte. En résumé, l'auteur explore la science de l'énergie subtile et son influence sur les capacités du corps humain. Le chapitre aborde le point principal de l'énergie vitale et de sa cause, en mettant en évidence le travail de Ramen et de Ruben pour cartographier les opérations de la force vitale. L'objectif est de nous montrer comment nous pouvons progressivement nous libérer des limitations de l'énergie vitale et retrouver la pleine liberté de celle-ci. Ces étapes sont essentielles dans le développement du yoga intégral qui vise à libérer complètement la conscience du corps et à en faire un véhicule pour l'action divine et supramentale. Bien que les moyens pour y parvenir puissent être différents, comme le Hatha Yoga, le Raja Yoga, les asanas et le pranayama, il reste néanmoins une partie intégrante de l'approche physique nécessaire à ce yoga. L'objectif final est de permettre à l'énergie divine de s'écouler dans notre instrument préparé, permettant ainsi la transformation de l'énergie vitale par une énergie divine de qualité supérieure. Cette vision d'ensemble est rare dans la littérature yogique courante, d'où l'importance de ce texte.